Bonsoir tout le monde et bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle émission en direct de Mediapart, désormais hebdomadaire et avec un tout nouvel habillage graphique que j'espère vous aurez remarqué. Une émission consacrée donc quelques jours après le second tour de la primaire de la droite et du centre à ce que raconte cette victoire de François Fillon. À 21h, nous nous intéresserons donc à ce qu'incarne cette droite de Fillon, avant ensuite, avec d'autres chercheurs, d'essayer de l'inscrire dans une comparaison européenne. Mais avant cela, nous avions envie d'aller à la source même du programme, en compagnie Lucie Delaporte qui couvre la droite et moi-même, d'un des architectes de ce programme. C'est vous, Serge Grouard, bonsoir. Bonsoir à vous. Merci d'être là en dépit des embouteillages atroces de Paris. Vous êtes député Les Républicains du Loiret. C'est Lucie qui couvre chez nous la droite qui va mener cet entretien, mais je voulais commencer avec une question simple qui appelle une réponse simple. On peut estimer que la stratégie victorieuse de François Fillon a été de mener une vraie campagne pour les primaires, alors qu'on pourrait dire que finalement Alain Juppé a mené une campagne de second tour de présidentiel et peut-être Nicolas Sarkozy une campagne de premier tour. Vous avez mené vraiment une campagne pour la primaire de la droite avec un programme vraiment de droite. Est-ce que vous allez mener la campagne présidentielle avec le même programme? Réponse simple, oui. Vous n'allez pas rétropédaler. Non, parce qu'on a déjà eu le sentiment en 48 heures. Non, François Fillon a été élu sur un projet qui n'est pas un projet, comment dire, d'une sorte de petite tambouille où on va chercher à plaire aux électeurs. Voilà, ça, je crois que tout le monde peut l'admettre. C'est un projet qui dit les choses et qui ne fait pas dans la démagogie. Donc, il n'y a aucune raison d'en changer. Et ce que je peux ajouter, c'est qu'il a une conviction qui est forte, très forte. Il faut bien voir ça. Considère que la France se dégrade, qu'on va dans le mur. Il faut redresser tout ça avant qu'on arrive dans le mur. Et pour cela, il n'est pas dans une logique de sorte de concession, d'arrangement pour plaire. Il n'est pas là pour plaire. Vraiment, ça, c'est une de ses caractéristiques. Il a cette conviction profonde. Il faut redresser le pays. Ça passe par un certain nombre de mesures. On ne transige pas là-dessus. Après, on n'est pas buté borné. On peut avoir des ajustements, on va approfondir le projet. Il y a toute une polémique, par exemple, sur la question de l'assurance maladie. Bon, voilà, donc il y a des choses... C'est une polémique, c'est une inquiétude. Oui, il y a également une inquiétude, effectivement, et j'y ai répondu tout à l'heure aussi, parce que je pense vraiment qu'elle n'est pas fondée, et je pense que le message a été compris à l'inverse de ce que l'on dit, de ce qui est écrit. Voilà, sur cette question précise. Donc oui, il garde le cap. Alors, ces dernières semaines, c'est vrai que François Fillon a beaucoup dit qu'il avait été caricaturé, notamment dans la presse, dénonçant effectivement l'appellation ultralibérale qu'on a collée à son programme. Pourtant, quand on regarde le détail, effectivement, on a un programme extrêmement radical. Lui-même parle de choc libéral, d'électrochoc. Il a eu toute cette rhétorique autour du choc nécessaire pour l'économie française. Donc pourquoi aujourd'hui il semble vouloir mettre un peu d'eau dans son vin et dire qu'il a été caricaturé, alors qu'effectivement il a le programme le plus radical de la droite depuis 30 ans. Mais quand on dit programme radical, on l'assume. Parce qu'on pense qu'il faut un véritable choc pour sortir le pays de la situation dans laquelle il se trouve. Mais quand on dit ultralibéral, là on dit qu'on caricature. Concrètement, la dépense publique. Pardon, on va donner un ou deux chiffres. Ça fait un peu techno, mais je crois que c'est nécessaire. On a 57% du PIB, c'est de la dépense publique. Plus de la moitié. On veut revenir à peu près 50%. Est-ce que c'est ultra-libéral de dire on passe de 57 à 50%? Mais pourquoi on passe? Ce n'est pas par une vision idéologique des choses, mais parce qu'aujourd'hui, on cumule des déficits qu'on ne sait plus gérer. Et un jour, ça va faire boum. La dette de la France, c'est l'équivalent de sa richesse nationale. Ça ne sera pas tenable. En tout cas, c'est notre conviction. Donc, il faut réduire ces déficits. Pour réduire les déficits, il faut réduire la dépense publique. Comment dire? On part d'un constat. Alors, on pourra nous contester le constat, on pourra dire « mais non, ça ne va pas si mal que ça », etc. Nous, on pense que ça va très mal et on pense que ça risque de se dégrader encore un peu plus si on ne fait rien. Voilà. Mais c'est une... comment dire? On prend en compte la situation telle qu'elle est. On ne plaque pas une idéologie là-dessus. Et on cherche les remèdes efficaces. On peut nous contester les remèdes aussi, bien sûr. Le débat est là pour ça, et tant mieux. Mais ce que l'on réfute, c'est cette sorte de classification idéologique.
Et franchement, pour ce qui me concerne, pardon de dire ça, parce que ça n'a pas beaucoup d'importance, mais alors, je suis tout sauf ultra-libéral, quoi. Mais voilà, pour revenir au concret du programme, on a effectivement une baisse drastique dans la dépense publique, telle qu'elle n'a jamais été opérée. On parle de moins 500 000 postes de fonctionnaires. Il faut quand même rappeler que sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, avec la RGPP, l'équivalent de 120 000 postes de fonctionnaires avait été supprimé. Ça s'était quand même ressenti très fortement dans certains secteurs. Là, donc, on parle de 5 fois plus. Voilà. Encore une fois, c'est extrêmement radical. Et puis, une fiscalité, ça c'est le choix de François Fillon, tournée vers les entreprises et vers les ménages les plus aisés. Pour les autres, ce sera la TVA et l'augmentation de 2 points de la TVA. C'est quand même une certaine vision de l'économie. Est-ce que vous avez renoncé à parler aux classes populaires? Non, pas du tout. Est-ce que vous avez fait ce calcul qui a parfois été fait? Je pense qu'il y a eu des cercles de réflexion autour du Parti socialiste qui se sont dit, après tout, ils ne votent plus. Le Front National s'occupe d'eux, donc nous on va se tourner vers un autre électorat. Alors là vraiment ça, franchement ça nous est complètement étranger, ce type de raisonnement intéressé électoraliste. Franchement, on n'est pas du tout là-dedans. On est comment on sort la France du pétrin. C'est ça le truc. Quand vous dites sur la fameuse revue générale des politiques publiques, la RGPP, où il y a eu à peu près 150 000 postes de supprimés, elle n'a concerné que la fonction publique d'État. On est sur les 3 fonctions publiques. Vous allez toucher à l'hôpital? Mais on va réorganiser l'hôpital, parce que qui peut me dire aujourd'hui que l'hôpital se porte bien? L'hôpital. Il y a trop de monde à l'hôpital. On entend rarement qu'il y a trop de gens qui travaillent à l'hôpital. Mais parce qu'on assume le fait aussi, parce que sinon on ne peut pas faire les 500 000 sans dégrader la qualité du service public. On le fait en repassant aux 39 heures. Et on considère que c'est une mesure d'équité aussi par rapport aux salariés du privé. Voilà, donc il y a une cohérence d'ensemble. Alors quand vous dites, ça c'était sur un point, là, la question, mais on peut y revenir, hein, sur les effectifs, comment on fait, etc. Mais quand vous dites sur le choc économique, mais oui, on l'assume, parce qu'on pense que depuis des années, quelques décennies, la France se dégrade parce qu'on est dans la demi-mesure, parce qu'on n'ose pas. On n'ose pas le faire, on n'a pas le courage de faire. Tout le monde se défile. Et on préfère être dans les périodes électorales, dans la petite démagogie. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Dites-moi, vous me faites la liste et puis le Père Noël va passer. Et puis, début janvier, quand le Père Noël est passé et qu'on se réveille, on a la gueule de bois. Nous, on dit, il y en a marre de ça. Et on veut faire autrement, et on dit les choses. On dit les choses. Quand vous dites sur les classes populaires et sur le fait politique pour les riches et tout, mais aujourd'hui, quand on a les 6 millions, 5 millions, 6 millions de chômeurs, quand on a 2 millions de jeunes qui n'ont rien, qu'est-ce qu'on leur propose? De continuer à mettre des rustines? On continue à leur faire des emplois aidés dont on sait qu'ils ne débouchent pas sur de l'emploi? Nous, on dit que d'abord, il faut remettre l'économie en marche. Parce que c'est cette économie en marche, c'est la part du gâteau qui augmente et qui permettra à plus de monde d'en bénéficier. Mais ça, c'est la première chose, c'est la clé. Ça, on entend, mais on peut partager le constat que vous faites que ça va mal. Mais pourquoi vous référez, alors vous dites que vous n'êtes pas ultralibéral, mais François Fillon se réfère à Margaret Thatcher qui a quand même défini une forme d'ultralibéralisme. 30 ans de politique néolibérale ont creusé des inégalités abyssales. Même le FMI, qui a été un des agents principaux de cette politique, a reconnu dans un rapport en mai que ça menait à des désastres sociaux qui arrivent à des populismes, à des raidissements. Pourquoi, moi je peux partager le constat que ça ne va pas, mais pourquoi vouloir appliquer un remède de cheval dont on voit ce qu'il a créé en 3 décennies? Mais parce qu'on a tout essayé. Ah non. Mais qu'est-ce que l'on n'a pas essayé? Je vais renverser le truc. C'est moi qui vous pose des questions. Mais pourquoi est-ce que vous essayez une méthode qui, aujourd'hui, à l'échelle mondiale, s'effondre? Oui, je rebondis sur ce que dit Joseph. C'est vrai que
parfois, on est un peu troublé de voir le programme de François Fillon. On se dit, ils sont en train de décongeler le programme des années 80 des droites européennes, dont on sait effectivement à quoi elles ont mené, les mini-jobs, l'augmentation des inégalités. Voilà. Regardez ce qui se passe en Grande-Bretagne. On voit bien que Theresa May n'est pas du tout sur cette... Vous faites une analyse sur, encore une fois, une considération presque idéologique d'une politique, des deux politiques au pluriel que vous qualifiez d'ultra-libérales, et vous leur faites porter la responsabilité des dégradations. Non, moi, je ne vois pas dans les 30 dernières années se manifester cet ultralibéralisme. L'ultralibéralisme, c'est quoi? C'est la prolongation d'Adam Smith, de la main invisible et du rejet de l'État, finalement, de la sphère publique, et c'est finalement le marché qui se débrouille de tout cela et en avant, et il régulera plus ou moins, etc. Nous, on ne croit pas à ça. On ne croit pas à ça. Mais quand vous regardez concrètement, la part de la dépense publique, elle ne cesse d'augmenter. La part des prélèvements obligatoires n'a cessé d'augmenter. Ça, ce n'est pas la caractérisation de politique ultralibérale. Je ne le vois pas. L'analyse que vous faites, je la comprends, mais je ne la vois pas concrètement dans les politiques, au moins en France, qui ont été menées. Et je vois au contraire que des pans entiers de l'économie se cassent la figure. Si on était libéral, on dirait « vive le marché mondial ». Vive la mondialisation à tout crin et ça se régulera tout seul. François Fillon a dit qu'il ne voulait pas du traité nord-américain avec les États-Unis tel qu'il était fait aujourd'hui. Qu'est-ce que l'on dit? On dit également sur la politique européenne, on dit qu'elle ne va pas, cette politique européenne. La politique commerciale de l'Union européenne ne va pas. L'Union européenne est une sorte de moulin ouvert à tous les vents. Il y aura du protectionnisme je ne dis pas. Alors, tout dépend de ce que on entend par protectionnisme. Parce que là aussi, derrière le mot, il y a des réalités qui sont très variables. Si l'on dit de négocier d'égal à égal avec les grands partenaires économiques que sont les Américains et la Chine, je vous réponds oui. Si l'on veut une réelle réciprocité, je vous réponds oui. Si l'on veut des engagements, effectivement, je prends ces deux-là, mais je pourrais en prendre d'autres, de ces pays-là, oui. Si l'on veut que l'Union européenne devienne cette entité politique qu'elle n'est malheureusement pas, je vous réponds oui. C'est la raison pour laquelle Fillon veut reconstruire, en fait, une Europe à partir de la zone euro. Une Europe avec moins de pays, plus cohérent et avec des vraies politiques au fond, et notamment des politiques monétaires. Quand il dit qu'il y en a assez de la suprématie du dollar qui est, y compris à l'intérieur de l'Union, monnaie d'échange, monnaie de réserve, ça c'est de la logique de souveraineté. Et toute sa démarche, en fait, elle pourrait être qualifiée par ce mot de souveraineté. Mais pas une souveraineté repliée, refermée, comme le Front National va de manière absurde la proposer, et pas une logique de moulin ouvert à tous les vents. En fait, c'est une logique de défense des intérêts du pays et des intérêts de l'État. Pour ça qu'on n'est pas du tout dans le schéma ultralibéral. Bon, donc vous faites du Margaret Thatcher non libéral. J'ai pas encore complètement compris. Ça va être compliqué quand même. Alors, je vais vous poser la question autrement. On va, soi-disant, désidéologiser, même si le pragmatisme a toujours été porteur d'idéologie aussi. Mais est-ce que vous pensez, là, je parle à quelqu'un qui a été l'architecte du programme qui a permis de gagner la primaire. Est-ce que vous pensez que François Fillon, pour gagner l'élection présidentielle, il faut bien qu'il obtienne, si ce n'est majorité, une grande partie des classes populaires? Pour revenir sur la question de Lucie Delaporte, est-ce que vous pensez que quelqu'un qui annonce d'emblée que d'abord sa priorité, ça va être de supprimer l'ISF, qui est quand même le député d'une des circonscriptions les plus riches de France, bon, je passe sur les images de Paris Match en son château, peut rassembler les classes populaires? Moi, je vous réponds oui. Je vous réponds oui, pourquoi? Parce qu'il y a un discours de sincérité et de vérité, et ça, personne ne peut lui enlever, parce que sinon, il ferait de la démagogie comme il a été souvent fait dans notre pays. Et vous pouvez m'accorder que cette démarche est tout sauf démago. Parce qu'effectivement, quand on dit qu'on va passer aux 39 heures dans la fonction publique, ce n'est pas démago. Quand on dit que la retraite, elle est à 65 ans pour préserver le pouvoir d'achat des retraités, parce que sinon, il ne sera pas préservé, ce n'est pas démago. Et je peux multiplier les choses. Mais quand vous dites l'ISF, ce n'est pas par plaisir de supprimer l'ISF,
c'est qu'on considère que cet impôt, c'est un moyen de détourner complètement l'investissement des entreprises en France. Et c'est là où Fillon dit, j'ai une démarche de souveraineté, parce que je préfère avoir des investissements français sur les entreprises françaises, plutôt que d'avoir des investissements qui viennent des fonds de pension américains ou d'autres pays. Il en a cité certains, notamment dans ses discours. C'est une démarche de souveraineté. Et encore une fois, le but de tout ça, c'est quoi? C'est de faire un choc et de relancer la machine qui est embourbée. Et si la machine est relancée, alors à ce moment-là, elle profite à ceux qui, aujourd'hui, en sont exclus. Quand vous me parlez finalement de couches favorisées, de classes défavorisées, mais j'entends ce discours-là. Mais moi, je peux aller très loin dans ce discours-là. Je peux montrer qu'il y a une ouverture des ciseaux sur le patrimoine et sur les revenus, comme on dit, pardon de ces termes barbares, ces termes économiques barbares. C'est-à-dire que concrètement, il y a des gens riches qui sont encore plus riches depuis une quinzaine, vingtaine d'années, et d'autres qui sont dans le pétrin, qui sont de plus en plus dans le pétrin. Mais quand on s'adresse, mais nous, on n'est pas sur ce schéma-là. Quand on s'adresse, par exemple, à l'ensemble des professions type artisans, petites entreprises, mais ce n'est pas les ultra-riches de France, ça. C'est des gens qui en ont ras-le-bol d'être dans les contrats. Pardon, excusez-moi. Oui, mais je vous explique pourquoi. Plafonner la taxation des revenus du capital, je suis désolée, ça ne concerne pas le petit artisan non, de la rue je suis d'accord, mais ces mesures-là... Voilà. Donc vous êtes quand même sur un schéma de la théorie du ruissellement. Plus il y a de riches en France et plus ça va enrichir le pays. On a quand même un certain nombre d'études économiques qui montrent que ça ne fonctionne pas exactement comme ça et que parfois il y a juste de l'évasion fiscale et que voilà, c'est pas parce qu'il y a des riches en France que la France va mieux. Aujourd'hui, les inégalités n'ont jamais été aussi fortes. Vous voyez bien, la fuite des capitaux, c'est quand même impressionnant dans notre pays. C'est quand même impressionnant. Enfin, il faut regarder, je pense, en tout cas c'est ma conviction, la situation telle qu'elle est. Et donc, quand on dit qu'on veut, en fait, sur par exemple le revenu du capital, s'aligner sur les pays européens. C'est une logique de concurrence. Aujourd'hui, on a j'allais dire, notre force de frappe économique qui est plus pénalisée que d'autres pays. Donc, on ne joue pas la concurrence à armes égales. Donc, on s'effrite. Et je ne parle même pas des pays type la Chine ou autres. Là, je parle même niveau simplement européen. Et on le voit bien que l'on s'effrite partout, y compris par rapport aux partenaires allemands. Donc, est-ce que l'on continue comme cela, indéfiniment? Ou alors, est-ce que l'on dit, ben oui, on prend des mesures choc et on pense que on va redresser les choses? Alors, je rebondis sur ce que vous disiez aussi, c'est-à-dire François Fillon a bâti son discours sur l'idée que pour une fois, on allait dire la vérité, et même si elle était un peu dure à entendre. Et en même temps, on a eu sur certains sujets, alors on peut revenir sur la sécurité sociale, l'impression effectivement qu'il rétropédalait un petit peu, que finalement, ce n'était pas exactement ce qu'on avait compris. Il y a eu ça sur aussi les suppressions de postes de fonctionnaires, où finalement on a compris que ce n'était pas vraiment des fonctionnaires, c'était pas 600 000, c'était 500 000, et en fait ce serait des emplois publics. 600 000, on a toujours dit dans le projet, pas des fonctionnaires, ce serait 500 000. aussi voilà, tout ce qui est contrat public. Donc, ce n'est pas des fonctionnaires. Alain Juppé qui nous a parlé à un moment de 600 000. Bon, c'est 500 000, on a toujours précisé. Donc, est-ce que finalement, François Fillon n'a pas construit un discours pour gagner la primaire et là, la stratégie a été totalement gagnante, mais maintenant, en petit principe de réalité, il va falloir aller chercher les centristes et on va revenir à un autre programme? Je vous redis, vous n'avez pas l'air de me croire que nous ne sommes pas dans une logique de ce que j'appellerais une petite politique d'arrangement entre amis. Il y a des convictions qui sont fortes, il les a affichées et il va garder le cap. Sur la question de l'assurance maladie, voilà une polémique qui a été faite et qui détourne complètement le projet de sa réalité. Qu'est-ce qu'on nous dit? Vous allez finalement privatiser et dérembourser. Il n'en a jamais été question. D'abord, aujourd'hui, concrètement, vous avez une part de la couverture santé qui est assurée par un secteur privé. Et vous avez l'assurance maladie qui assure une bonne partie de la couverture. Donc vous avez déjà ce mix. Qu'est-ce que l'on dit précisément pour venir juste sur ce point, pour montrer comment ça a été complètement déformé? Qu'est-ce que l'on dit? Aujourd'hui, je prends un exemple. Tiens,
ça, lunettes. Vous êtes remboursé comment? Par la Sécu. Très peu. C'est quelques pourcents de remboursement sur des lunettes, et le reste, vous êtes couvert par une complémentaire mutuelle, etc., ou pas. On dit dans ce cas précis, c'est peut-être quand même assez idiot qu'on multiplie les frais de gestion pour un petit remboursement qui est quelques pourcents, je crois que c'est 8%, hein, même pas, sur l'optique, et qui crée un double système de remboursement avec tous les frais qui sont occasionnés par cela. Vous avez des milliards, je dis bien des milliards, qui sont perdus à cause de ce système complètement d'une complexité invraisemblable. Vous avez à peu près 600 organismes auxquels vous pouvez vous adresser, qui gèrent toutes ces assurances, couvertures, etc. On dit ça devient ingérable. Et on dit que l'assurance maladie, on veut sauver le système qui est en déficit tous les ans. Le cumul aujourd'hui de la dette de l'assurance maladie, quand on dit ces chiffres-là, ça n'intéresse personne, mais c'est quand même une réalité. C'est plus de 120 milliards d'euros aujourd'hui. Il y a un jour, le ding-dong va sonner et il va falloir rembourser. Comment on va faire? Qui va payer? Nos enfants, nos petits-enfants, ceux qui viendront après? Donc il y aura bien un choc aussi sur les questions de sécurité sociale et d'assurance maladie. Mais qui n'est ni la privatisation et qui n'est ni le déremboursement. C'est parfaitement clair. Et il y a eu toute une polémique savamment orchestrée là-dessus qui est totalement infondée. Voilà, ça c'est un exemple. Et là, ça touche des gens qui n'ont pas des gros revenus, ça touche des petits salaires, ça touche des retraités qui n'ont pas beaucoup. Quand vous avez aujourd'hui un retraité, combien paye pour sa complémentaire? Un retraité en moyenne, il paye combien par mois pour sa complémentaire? Il paye plus d'une centaine d'euros par mois. Donc aujourd'hui, c'est une réalité. Et malgré cela, malgré le fait que l'on est de plus en plus déremboursé, que l'on est de plus en plus, si on veut prendre les mots privatisés, le système, en ce moment, il est en train de se dégrader complètement. Vous avez une désertification médicale, vous avez une embolie dans les urgences à l'hôpital. Allez aux urgences à l'hôpital, vous allez poireauter combien d'heures? Ils n'iront pas mieux si on supprime des postes de fonctionnaires. Si quoi? Ils n'iront pas forcément mieux si on supprime des postes de fonctionnaires. Si, parce qu'on réorganise tout, et je le dis, et on l'assume, on ne peut pas faire ce que l'on veut faire et revenir aux équilibres financiers, y compris si l'on ne passe pas aux 39 heures. C'est assumé. Et c'est pour dire que sur ces fondamentaux-là, François Fillon est sur son cap. D'accord. Mais alors, je reste un peu sur ma ligne double discours parce que, encore une fois, c'est vrai que voilà, il a eu un discours parfois martial sur certains sujets. C'est vrai pour l'économie, c'est vrai aussi pour les questions de société, oui. Sur les questions des valeurs. On a parfois eu l'impression qu'il y avait des propos de meeting et puis des choses un peu différentes dans le programme. Je pense qu'on n'a pas le temps de passer une vidéo, mais je pense à cette réunion publique où François Fillon explique qu'il faudrait peut-être un statut pour les femmes qui élèvent leurs enfants. Jusque-là, c'était une proposition qui n'existait que dans les programmes du Front National, le statut de femme au foyer. Et effectivement, il n'y a rien dans le projet. Elle n'est pas dans le projet. Autre cas, la situation de l'IVG. C'est vrai que François Fillon... Parlons-en. Pareil, en réunion publique, dit moi, personnellement, je suis contre l'interruption volontaire de grossesse, mais on n'y reviendra pas parce que voilà, personne ne pourra y revenir. Oui. Est-ce qu'il y a toujours ce double discours? C'est-à-dire, je fais des clins d'œil à l'électorat le plus conservateur, et puis au final, en fait, là-dessus, il n'y aura pas grand-chose parce que c'est juste infaisable. C'est quand même un procès d'intention choquant qui lui a été fait. Je peux vous dire, pour avoir porté ce projet, que dans toutes les réunions qui ont eu lieu, dans tout le travail qui a été fait depuis maintenant 3-4 ans, il n'a jamais été question de ce sujet. Jamais. On ne l'a même pas évoqué. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit « Tiens, mais dites à propos de l'IVG, il faudrait qu'on dise quelque chose ». Ça n'est même pas venu, ça n'était pas un sujet. Ça n'a jamais été un sujet. Je vous donne un deuxième exemple. Personne n'a forcé à faire cette déclaration lors d'une réunion publique. Alors, est-ce que c'est parce qu'il est soutenu par Sens Commun et la Manif? Non, mais il a le droit aussi d'avoir ses convictions personnelles, quoi. Il a le droit. Mais il est très clair, s'il était élu président de la République, c'est un non-sujet. C'est un non-sujet, on ne touche absolument pas ce sujet. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens dans son équipe qui ne seraient pas d'accord de toute façon. C'est très clair, c'est parfaitement clair. La deuxième chose, c'était sur la fameuse loi Taubira. Alors, le mariage pour tous, on supprime tout ça, etc. Il n'en a jamais été
question. Pas un seul moment. C'est écrit, je pourrais vous lire les passages dans le projet. La seule question qu'il a dit, c'est non. Il veut. Et en plus, il a dit des choses qui ne sont pas dans le programme, forcément. Il veut réécrire ce qui touche à la filiation plénière. Alors, pardon, les sujets là aussi, ils sont un peu compliqués. Donc, il veut simplement réécrire cela. Ce qui risque d'être retoqué parce que juridiquement, en gros, pour expliquer si vous permettez, simplement... il ne touche, parce que c'est quand même important de préciser ça, on ne touche absolument pas au mariage pour tous. Ça n'est absolument pas remis en cause, c'est appliqué. On a dit que la loi était là et que la loi s'applique. Et on a ajouté d'ailleurs que des couples homosexuels qui se sont mariés méritent de ce point de vue-là le respect et qu'il est complètement absurde que d'envisager de revenir là-dessus. C'est parfaitement clair et net. D'accord. Je pense que certains, en tout cas, s'il y a besoin, voilà, je dis les choses. On se demandait s'ils ont bien fait de... Comment ? Il a subi beaucoup d'injustices dans la manière dont on a compris ce qu'il disait. Je vous le confirme. Et alors, je voudrais juste vous lire un petit texte, on va malheureusement devoir bientôt terminer. Depuis quelques années, on a vu se développer une sorte de laïcité agressive qui, sous des faux airs philosophiques, est en réalité une sorte d'arme tournée contre les musulmans. Cette laïcité-là n'est qu'un prétexte pour les discriminer et leur interdire à peu près tout. Alors, qui a écrit ce texte ? Je vous donne un indice, c'est pas Edoui Plenel. À votre avis, c'est qui ? Je ne sais pas. Alors, c'est François Fillon. C'est pas moi, en tout cas. Voilà. C'est François Fillon qui a écrit ça d'enfer. Et on s'aperçoit que quelques mois plus tard, il sort un autre livre qui s'appelle « Vaincre le terrorisme islamique ». Je crois que vous avez beaucoup participé. Le totalitarisme islamique. Oui. Où là, il a un discours très, très dur sur la question de l'islam en France, où il dit « il faut arrêter ». Je vais vous trouver la citation. Arrêtons l'hypocrisie, il n'y a pas de problème religieux en France, il y a un problème de l'islam. Et je pourrais en citer il y a plein d'autres. Un problème. Revirement total. Encore une fois, est-ce qu'il est opportuniste ? Parce que les communautés musulmanes font l'objet de tentatives, j'allais dire, d'infiltration par cet islamisme. Et qui cherche à gangréner, qui cherche à s'en emparer. Et nous disons qu'effectivement, il y a une question, ce n'est pas la peine de refuser de regarder le problème, il y a une réalité qui est là, que tout le monde connaît. Il y a une tendance, et il y a dans les communautés musulmanes des gens qui sont courageux, parce qu'ils s'y opposent. C'est ça que l'on dit. Et nous voulons parier sur cela, et nous voulons aider cela. Et si je vais plus loin, notamment des femmes qui se battent, et qui ont un courage impressionnant. Voilà. Et que nous disons que nous avons été trop longtemps dans une sorte de complaisance vis-à-vis d'un certain islam radical, et que ce temps-là est révolu, et que ce sont les gens qui sont intégrés, qui veulent s'intégrer, qui participent à la vie de la nation, etc., ce sont ceux-là qu'il faut aider, et ceux-là qu'il faut parier. Vous savez, moi j'ai été maire pendant 15 ans. Cette réalité-là, je l'ai bien vue à certains endroits. Et j'ai vu aussi une certaine hypocrisie et une certaine lâcheté à défendre celles et ceux, justement, qui s'opposaient à cet islam fondamentaliste, radical, etc., et qui est contraire à nos valeurs. Ça, on le pense profondément. Et je l'ai vu s'insinuer. Je l'ai vu arriver, voilà, et on est nombreux à l'avoir vu. Alors, est-ce que l'on continue comme ça ? Est-ce qu'on refuse de voir le problème ou est-ce qu'on traite le problème ? Et ce que dit François Fillon... Oui. Nous, ce qui nous inquiète aussi, c'est de voir que François Fillon change de discours dans un livre où il s'est écoulé 6 mois. Et vous comprenez bien qu'il y avait une thématique opportuniste et sans doute électoraliste, et qu'on peut s'inquiéter dans le contexte dans lequel on est d'une stratégie qui viserait les musulmans dans une stratégie purement électorale. Non ? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par viserait les musulmans ? Viserait les musulmans en les estimant collectivement coupables d'actes terroristes. Mais non, pas du tout. Mais non, mais c'est bien que vous précisiez la pensée, ça me permet de répondre. Il y a un problème de l'islam en France, Non, il y a un problème dans l'islam de cette montée de l'intégrisme ou des intégrismes, et qui cherche, évidemment, qui a un terreau, qui cherche à prospérer. Et nous passons et nous fermons les yeux. Voilà, c'est tout. Est-ce que l'on continue comme cela ? C'est ça
C'est ça ce qu'il veut dire. Et il y a un certain nombre de mesures qui sont proposées dans son livre sur vaincre le totalitarisme islamique, qui sont des mesures, là encore, me semble-t-il, de bon sens. Et je prendrai celle qui vise à interdire à ceux qui sont partis combattre à l'étranger de revenir en France. Je me permets de vous renvoyer à Danton, dans la Révolution, qui a eu des phrases magnifiques là-dessus sur ceux qui avaient trahi la République. Et il leur disait « Ne revenez pas, la République serait terrible pour vous ». Voilà. Oui. D'ailleurs, François Fillon a dit que créer des apatrides, ça ne l'empêcherait pas de dormir. Je parle de ceux à qui retirerait la nationalité. Tout à fait, parce que ce sont des gens, ce sont des combattants qui sont partis, et ce sont des combattants, non, je leur fais trop d'honneur, ce sont des terroristes qui sont partis à l'étranger et dont certains peuvent d'ailleurs revenir sur notre territoire et dont certains peuvent être en train de revenir sur notre territoire. Est-ce que... Alors, je n'ai pas... mais on a eu des attentats. On a eu des grandes manifestations qui étaient d'ailleurs prenantes. Est-ce que c'est pas dangereux d'entretenir, pardon, excusez-moi, mais d'entretenir une fois de plus les amalgames? Mais non, il n'y a pas d'amalgame. Quand on a la porte-parole de François Fillon qui dit on interdira le voile, Valérie Boyer, voilà, est-ce que c'est pas dangereux François Fillon, à un certain moment de brandir... Il y a une loi sur l'interdiction, vous le savez, c'était en 2010, ou par là, d'interdiction du voile intégral. Vous ne trouverez rien d'autres dans son programme. Dans le projet. Une fois, on oui, vous allez devoir nous laisser ce programme et nous dire après, parce que là on va devoir, je suis désolé, mais conclure. Je ferai une petite interrogation la prochaine fois. Mais comme on va devoir conclure cet entretien, on va vraiment, je pense, repasser au crible ce programme et on vous réinvitera pour voir s'il n'y a pas eu aucune variation et aucune injustice avec plaisir. D'ici l'élection présidentielle. Et en attendant, on va nous-mêmes continuer à ne pas être injuste avec François Fillon, mais à continuer à décrypter quelle droite qu'il incarne